Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'activité physique pour les jeunes ayant une déficience motrice ou visuelle. Mon nom est Claude Dugas, je suis professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQTR depuis 25 ans. J'enseigne un cours en éducation physique adaptée aux futurs enseignants en éducation physique et je m'intéresse à l'éducation physique adaptée déjà depuis de nombreuses années. Donc, aujourd'hui, vous pourrez communiquer avec nous via deux types de clavardage. Un clavardage commun et un clavardage privé avec mes deux collègues, soit Marie-Michèle Duquette et Jean-Christophe Couturier-Cormier. Et vous aurez accès aux documents que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton orange à droite. En débutant, nous parlerons du projet Choisir de gagner, qui avait deux grands objectifs. Le premier était d'encourager l'adoption des saines habitudes de vie des jeunes Québécois ayant une limitation fonctionnelle et favoriser l'élimination graduelle des obstacles systémiques empêchant les jeunes Québécois ayant une limitation fonctionnelle d'adopter de saines habitudes de vie. Donc, dans le projet, on a fait tout d'abord un état de la situation dans les écoles à travers diverses commissions scolaires du Québec. Cet état de la situation nous a permis de déterminer des facteurs importants qui prédisaient les obstacles ou qui présentaient les obstacles. Et ensuite, on a travaillé sur le développement des outils qui sont effectivement des guides qui vous sont présentés dans les documents et que nous diffusons maintenant. L'objectif du webinaire aujourd'hui est d'une part de démystifier un peu l'activité physique adaptée et les sports adaptés pour les jeunes ayant particulièrement des déficiences motrices ou visuelles. Et ensuite, je vais vous présenter une approche inclusive ou d'intégration pour ces jeunes et des éléments importants à considérer pour mettre en œuvre une approche inclusive. Et la présentation d'aujourd'hui utilisera évidemment des informations qui proviennent des guides et des informations que j'utilise dans mes formations depuis de nombreuses années. Donc, on aura une introduction, on pourra définir ce qu'est l'apparition d'un handicap ou de déficience et parler du processus qui permet ou qui fait que les gens vont vivre des situations handicapantes. Parler d'activité physique adaptée et de sport adapté. Les étapes essentielles de l'inclusion ou de l'intégration. Et finalement, des exemples particuliers liés à la déficience motrice ou à la déficience visuelle. Donc, on débute avec la définition et les processus d'apparition. Beaucoup en essayant de vous placer dans la situation de mieux comprendre les jeunes qui ont des déficiences visuelles ou motrices. Et le premier point porte sur l'idée des atteintes dites congénitales ou acquises. Pourquoi en parler? Parce que ça a un impact sur comment les jeunes personnes vont réagir à leur environnement et vont avoir développé des habiletés d'adaptation. C'est-à-dire que la plupart des jeunes qui ont une atteinte congénitale vont avoir des mécanismes d'adaptation qu'ils ont eux-mêmes développés, qu'ils utilisent depuis de nombreuses années et qui vont faire qu'ils ont de grands potentiels à pouvoir participer dans différentes activités physiques ou sportives. Ce qui est complètement différent quand la déficience est acquise, soit par un accident ou d'autres événements traumatisants. Donc là, ça va complètement transformer la vie très soudainement et les capacités d'adaptation vont être très, très, très différentes. Plusieurs des handicaps sont permanents, donc on ne peut pas faire de marche arrière, c'est impossible. On doit vivre avec le potentiel des jeunes individus.
Une des grandes difficultés est évidemment toutes les pathologies dites dégénératives, où là, il y a une diminution du potentiel qui peut aller très rapidement ou être sur une période beaucoup plus longue, mais qui va toujours demander de s'ajuster à peu près constamment. Aux deux dernières questions, avec mes étudiants, je passe passablement de temps. C'est clair qu'aujourd'hui, on va pas prendre le même temps, mais on répond toujours très positivement à ces deux questions-là, c'est-à-dire est-ce que les gens qui ont un handicap ont des besoins particuliers et est-ce que la société gère bien ces besoins-là? La réponse n'est jamais un oui ou un non, elle est toujours très teintée, très particulière, très individualisée. Et pour ce qui est de la société, ben oui, on a fait des grands pas dans les dernières 10-15 ans. Il en reste encore beaucoup à faire sur une intégration ou une inclusion complète des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. J'ai choisi de vous présenter le modèle de Fouché-Roulas, qui est un modèle qui date quand même de presque 30 ans de réflexion à Québec, à l'Institut de réadaptation. Pourquoi je vous en parle? Essentiellement pour deux grandes raisons. Pour voir que les habitudes de vie qui sont dans le bas du graphique, habitudes de vie qui sont tout ce qu'on peut faire comme individu. Donc, nos interactions sociales, nos loisirs, tout. Ça regroupe l'essence de ce qu'on est comme humain. Mais nos habitudes de vie peuvent nous placer dans une situation de participation sociale quasi parfaite ou dans une situation de handicap très importante. J'en profite tout de suite pour dire que l'intérêt du modèle, ce n'est pas un modèle médical, c'est un modèle dynamique, c'est un modèle qui permet de comprendre ou de mieux comprendre comment on peut interagir. Donc, dans toutes les boîtes, vous remarquez qu'il y a des continuums. Continuum de la participation sociale à la situation de handicap. Et vous remarquez aussi que ces habitudes de vie proviennent d'une interaction. Une interaction entre deux grands environnements, soit les facteurs personnels, qui regroupent les systèmes organiques, comme le système visuel, comme le système musculaire, et les aptitudes, qui peuvent être physiques, sensorielles ou autres. Ce qui est très intéressant du modèle, c'est qu'on ne définit pas la personne sur un diagnostic, on la définit sur un continuum. C'est-à-dire qu'un système peut avoir une ou des déficiences, mais plein d'autres peuvent être parfaitement intègres. Même chose pour les capacités, les aptitudes. Plusieurs capacités, certaines incapacités, tout ça se situe sur des continuums. Donc, ça ne place pas la personne dans un diagnostic figé dans le temps. Les facteurs environnementaux, eux, sont soit des facilitateurs ou des obstacles. En déficience physique, on n'a qu'à penser aux escaliers, aux portes, aux pentes, qui sont clairement des obstacles, dans lesquels on a tenté dans les dernières années de les améliorer. Mais si vous faites l'exercice de vous déplacer en fauteuil roulant, même dans une université relativement moderne, vous allez constater que certaines des pentes choisies sont totalement inadéquates pour la force physique et la capacité d'une personne qui n'a pas de déficience. Donc, c'est l'interaction des facteurs environnementaux et personnels qui vont influencer les habitudes de vie. Et nous, comme individus, on fait partie de l'environnement. On peut faire partie des facilitateurs ou on peut être un obstacle selon nos perceptions et selon comment on interagit. Donc, la beauté du modèle, c'est de nous faire réfléchir sur comment on peut interagir et comment on peut réfléchir sur ce qu'on souhaite faire. Les activités physiques et les sports adaptés offrent des chances de participation à tous les jeunes. Offrir une chance, c'est bien. Participer, c'est encore mieux. Pourquoi j'insiste sur offrir? C'est que dans beaucoup de situations, encore aujourd'hui, l'offre qui est faite aux jeunes qui ont une déficience motrice ou visuelle, on leur offre très peu de choses.
C'est-à-dire qu'on va leur offrir d'être l'arbitre, d'être le marqueur, d'être celui qui s'occupe du matériel. Ce n'est pas une offre très alléchante. Vous en conviendrez avec moi. Une vraie intégration ou une vraie inclusion dans les activités physiques adaptées reconnaît la valeur de chacun. Le droit au risque et à l'erreur, qui pour moi est fondamental, j'y reviendrai beaucoup de ce droit au risque et à l'erreur. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça nous donne, ça nous place dans la situation où on doit offrir des défis. On les redéfinira tantôt, les défis. Le besoin d'indépendance, comme pour tous les jeunes, et d'autodétermination, d'être capable de faire des choix et de les assumer. Donc, les activités physiques adaptées et sportives devraient permettre cela. J'ai appelé la diapo évaluation, j'ai ajouté le mot observation. On peut faire de l'observation uniquement, on peut faire de l'évaluation, on peut faire un mélange de tout ça. Pourquoi j'en parle? C'est parce que être observateur, c'est une qualité fondamentale quand on veut faire de l'intervention dans les activités physiques adaptées ou sportives. On va être capable de bien comprendre ce que le jeune peut faire, comment il arrive à le faire, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de compensation qu'il a développés ou moins bien développés, et quelles sont les performances qu'il réalise. Est-ce qu'elles sont, elles peuvent être de toute nature, les performances. Ici, ce n'est pas de juger, c'est d'observer qui est le plus important. Et d'observer le plus souvent possible dans le plus grand nombre d'environnements possibles et des environnements variés. C'est-à-dire, pas toujours dans le même gymnase, peut-être à l'extérieur, peut-être en pleine nature. L'observation va vous amener des sources d'informations précieuses que vous pourrez réutiliser dans vos interventions. Autre élément incontournable, c'est celui du tutorat ou du pairage, c'est-à-dire de l'aide qu'on va fournir à une personne qui a une déficience motrice ou visuelle. Vous le voyez bien que le tutorat peut être fait avec des élèves ou des enfants du même âge. Il peut être fait avec des enfants d'âge différents. Il peut être unidirectionnel ou réciproque. Unidirectionnel, c'est-à-dire que le tuteur a beaucoup de choses à faire en termes de donner des rétroactions, des informations. Réciproque, c'est-à-dire que le tuteur et le tutoré vont interagir dans l'action. C'est important de faire les bons choix. Et pour faire les bons choix, ben c'est clair qu'il y a certaines qualités qu'on doit retrouver chez le tuteur. Les qualités de base, c'est un intérêt pour la personne qui a une déficience, une certaine facilité à la communication, une attitude positive, ouverte au dialogue, et un petit niveau d'habileté motrice qu'on souhaite supérieur à la personne tutorée. Donc, pour être capable de guider, par exemple, une personne qui a une déficience visuelle à la course ou à la marche ou en ski de fond, ben, on doit avoir des habiletés de course ou de skieur de fond qui sont un peu supérieures à la personne qu'on accompagne. C'est ce que ça veut dire. Former les tuteurs, bon, la permission est beaucoup liée au milieu scolaire, qui est moins important pour nous aujourd'hui. Activité de sensibilisation me semble presque un incontournable. Les plus grands classiques en déficience motrice pour activité de sensibilisation, c'est que si vous avez accès à un fauteuil roulant, même s'il est très vieux et pas performant, que le tuteur puisse passer quelques heures en compagnie de la personne qu'il va suivre en fauteuil et de se déplacer dans ses environnements habituels, c'est une très, très bonne activité de sensibilisation. En déficience visuelle, c'est encore plus facile. Dépendamment du type de déficience, on peut le simuler facilement avec des lunettes qu'on trouve sur le commerce ou qu'on peut développer soi-même. Ou si c'est quelqu'un qui est aveugle totalement, ben, c'est des lunettes et on ferme les yeux, mais avec des lunettes de natation
qu'on bloque, ça fonctionne parfaitement et la personne va vivre le stress de ne pas voir. La communication, je dirais que le seul élément que je voudrais vous rappeler, c'est que moins est mieux. Je m'explique. Moins de mots, moins de phrases va être certainement très positif pour celui qui le reçoit. Comme tuteur, comme personne qui enseigne, comme personne qui essaie d'aider quelqu'un à apprendre une activité physique, le plus grand défaut, et c'est le cas de tout le monde, qu'il soit entraîneur, éducateur physique, ou même papa ou maman, on parle beaucoup trop, on envoie beaucoup trop de messages verbaux que les gens sont incapables de traiter facilement. Donc, c'est pour ça que moins de mots est souvent la solution. L'inclusion ou l'intégration, ça passe par 4 grandes étapes. Bien connaître les composantes des habiletés motrices ou des sports ou des activités physiques. Connaître les capacités des individus. Et par la suite, arrimer nos modifications avec ces capacités et faire un petit retour ou une évaluation des modifications. Je dirais tout de suite que la 4e étape, là, évaluer l'efficacité de nos modifications, on devrait le faire très rapidement. À partir du moment où on a fait une modification, on devrait observer et voir si ça a un impact positif. Et si ça n'a pas d'impact, ou que l'impact est négatif, on devrait le modifier rapidement et ne pas attendre pour voir est-ce que les choses vont s'améliorer. Non, ils ne vont généralement pas s'améliorer. Donc, on passe chacune des étapes relativement rapidement. Toutes les activités physiques ou les sports impliquent de la force, de la flexibilité, de l'équilibre, de la coordination et une forme d'agilité générale. Du point de vue sensoriel, on a besoin de porter attention, on a besoin de se contrôler, on a besoin de bien comprendre. Chaque activité sportive, et ici vous avez 3 exemples, hein, le hockey de rue, le soccer et le boccia, qui est une activité adaptée. Dans chacune de ces activités-là, il y a diverses composantes d'équilibre, de coordination, de compréhension. C'est un mélange, ce n'est pas c'est pas égal, c'est très, très partagé dans chacune des activités. Mais il y a toujours, dans toutes les activités physiques, il y a toujours de l'équilibre et il y a toujours de la coordination. Et c'est peut-être les 2 éléments sur lesquels je voudrais que vous portiez attention quand vous irez faire des observations. Quel est le niveau d'équilibre de l'individu et comment arrive-t-il à coordonner ses mouvements du haut de son corps, du bas de son corps, à combiner différentes actions en lien avec un objet ou avec les autres individus qui se déplacent. Les capacités des individus maintenant, ben, il faut aussi les voir en termes d'équilibre, par exemple, ce qui est bien représenté dans ces 3 images, hein, avec quelqu'un qui a besoin d'une aide constante pour se tenir en équilibre à gauche, quelqu'un qui est au centre n'a pas besoin d'aide, et quelqu'un qui est à droite a très, très peu d'équilibre et ne peut pas se tenir debout. Donc, uniquement à l'observation, on peut déjà porter un petit jugement sur les capacités d'équilibre et de coordination. Et il faut observer les gens, comme je le disais, dans différents environnements. Maintenant, les modifications, on veut les arrimer avec les capacités des individus. Et les modifications, elles se situent, elles aussi, sur un continuum. Donc, elles peuvent être très minimales ou très, très considérables. Donc, vous voyez, dans les minimales, on a des classiques, c'est-à-dire modifier les objets, leur taille, leur forme, leur couleur, leur texture, etc. Des choses qui sont relativement faciles. Hein? Rendre des lignes plus visibles, placer des cônes, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des modifications minimales qu'on peut appliquer dans à peu près toutes les situations sans investissement majeur et avec un niveau de réflexion en connaissant l'activité.
J'ajouterais uniquement un point sur les équipements. Gardez à l'esprit que la taille de la main d'un enfant et la taille de ses pieds ne sont pas correspondantes à celles d'un adulte. Hein? Elles sont, tout le monde me fait oui ici dans la salle, ça a l'air d'une vérité de la palisse, mais des fois on achète des ballons, des balles, des objets qui sont conçus pour les mains d'adultes et pas conçus pour les mains des enfants. Deuxième niveau de modification, on appelle ça modéré. Donc là, on commence à influencer l'activité et le rôle que l'élève qui a une déficience ou de tous les jeunes vont avoir à l'intérieur. Donc, on va travailler sur les règles, par exemple. Et là, je vous dirais que le plus intéressant, c'est de, encore une fois, réfléchir à moins de règles, c'est probablement la meilleure solution. Je donne toujours l'exemple suivant. Quand on regarde des jeunes organiser un match de hockey-ball dans la rue, on va constater deux choses. Qu'ils s'organisent facilement entre eux et qu'ils vont avoir une ou deux règles et que ces une ou deux règles-là vont évoluer à mesure que le match évolue. C'est-à-dire que dépendamment qui gagne, la règle peut changer ou pas. Et elle est flexible. Et il faut garder à l'esprit que moins de règles, c'est probablement ce qui va nous permettre de faire des adaptations. Dans les adaptations ou les modifications modérées, il y a aussi évidemment de réfléchir au niveau d'habileté de la personne qui a une déficience. Peut-être qu'on va devoir lui consacrer ou lui permettre de circuler dans un corridor qui va être son espace de déplacement pour qu'il puisse participer pleinement à l'activité en ayant ce corridor qui lui est réservé, mais ça ne change rien à l'activité globalement. On pourrait aussi modifier des distances, des espaces, etc. Et la dernière partie de ce continuum, c'est quand on a des modifications de nature considérable, c'est-à-dire que l'activité est conçue pour la personne qui a une déficience. J'ai donné l'exemple du goalball. Le goalball qui est une activité que vous connaissez peut-être, qui est une activité pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, le but, c'est avec un ballon sonore de tenter de compter des points dans le but de l'équipe adverse. Et eux doivent se fier uniquement au son du ballon qui s'en vient vers eux pour tenter de l'arrêter. Donc, les personnes aveugles participent au goalball dans plusieurs compétitions. Mais une personne voyante peut évidemment aussi participer. Donc, on est là dans des modifications de nature beaucoup plus considérable. Programme inclusif ou une activité inclusive, vous aurez compris qu'on modifie, on individualise, et je reviens sur les fameuses attentes qui doivent être réalistes et offrir un défi intéressant. Qu'est-ce qu'un défi intéressant? Ben, je vous amène sur cette figure, qui est une figure qui provient de la psychopédagogie et de la psychologie, où sur l'axe des Y, on a la difficulté de la tâche, qui va d'une tâche plus facile à une tâche plus complexe. Et sur l'axe des X, on a le niveau d'habileté de la personne ou des personnes qui vont avec moins d'habileté jusqu'à plus d'habileté. Hein? Donc, ça définit trois grandes zones, vous le voyez bien. Une zone où, quand la tâche est très difficile et que les personnes ont moins d'habileté, ben, on va générer chez eux de l'anxiété et de l'inquiétude parce que c'est effectivement trop difficile. À l'inverse, quand la tâche est beaucoup trop facile et que le niveau d'habileté est très grand, on va générer ce qu'on appelle du désintérêt ou de l'ennui et souvent des comportements déviants. Le but, c'est de se retrouver dans cette magnifique zone qui s'appelle en psychologie la zone de difficulté optimale et en psychopédagogie la zone de délicieuse incertitude que tout le monde préfère. Pourquoi? Parce qu'elle place le jeune dans cette idée qu'il a un défi à relever et il sent intrinsèquement qu'il a ce défi à relever. Donc, le but comme intervenant, hein, c'est de moduler le niveau de difficulté de la tâche, de l'individualiser pour que la personne soit toujours dans cette zone qui va l'amener
à répéter, à tenter de vouloir refaire la tâche. Dans cette optique-là, l'assistance ne devrait être fournie que lorsqu'elle est requise. Vraiment, vraiment important. Hein? Le but, ce n'est pas d'encadrer parfaitement toutes les situations, mais bien d'offrir de l'aide quand la personne en a besoin ou en fait la demande. Et ça nous amène toute cette idée de l'assistance, des défis, à la prise de risque et au choix qu'on offre. Et dans la prise de risque, ben, je vous amène sur deux pistes. Celle du jeu dit libre, hein, et je ne vous fais pas la lecture de la définition, là, mais il y a deux éléments importants dans la définition du jeu. Il y a l'idée du plaisir et du choix. Ça, c'est deux principes ou deux grandes idées du jeu libre qu'on devrait garder à l'esprit quand on travaille en activité physique adaptée. Que ça doit être plaisant et qu'on devrait laisser la chance aux jeunes de faire des choix, de ne pas imposer des choix. Et mon image de droite, j'espère que vous pouvez bien la voir. Je l'utilise depuis un très grand nombre d'années dans des présentations à plein de monde. Et elle génère toujours les mêmes commentaires. C'est-à-dire, ça n'a pas d'allure, je ne comprends pas pourquoi vous présentez ça. Hein. Si vous le voyez bien, c'est un petit garçon qui est sur un bloc de béton et qui s'apprête, nous laisse croire qu'il pourrait s'élancer et sauter. Je ne peux pas vous dire s'il le fait, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la prise de risque, hein, c'est quelque chose qui est fondamental pour tous les enfants. Même les enfants avec une déficience, cette idée-là de prendre des risques, de vérifier leurs limites, c'est un élément clé de leur développement. Dernière étape, ben, on devrait toujours se poser des questions. Hein? On devrait se poser des questions pour savoir les modifications sont appropriées à l'âge de l'individu, à son âge chronologique, à son âge de développement, à son âge de développement intellectuel. On ne devrait pas faire des modifications qui infantilisent les enfants. Est-ce qu'elles favorisent son autonomie? Est-ce qu'elles lui permettent de faire des choix? Puis est-ce qu'elles permettent d'éviter d'attirer l'attention sur ses difficultés? Est-ce qu'on peut réfléchir à des façons de modifier qui favorisent son intégration sans attirer l'attention constamment sur lui, qui, dans le cas des déficiences motrices et visuelles, est un véritable défi? Et évidemment, optimiser les défis qu'on offre aux enfants. Donc, on va maintenant regarder les deux types de déficiences, puis essayer de voir des exemples un peu plus pointus pour chacune d'elles. Donc, les déficiences motrices ont un impact sur nos capacités à se déplacer. Donc, comme on le voit dans cette première image, la majorité des personnes vont utiliser une aide technique, quelle qu'elle soit, pour pratiquer des activités physiques ou des sports. Deux grandes causes, en fait, de déficience motrice. La première, les lésions dites traumatiques à la moelle épinière. La moelle épinière permet aux informations motrices et sensorielles hein, de voyager du cerveau vers le reste du corps. Donc, permet à l'information sensorielle d'atteindre le cortex et permet au cortex de contrôler la motricité dans son ensemble. Donc, une atteinte à la transmission de l'information va évidemment perturber les fonctions motrices, les fonctions sensorielles et aussi d'autres fonctions dépendamment du niveau d'atteinte. On va aujourd'hui se limiter aux atteintes motrices et sensorielles. Donc, je vous présente ici les muscles du corps humain, donc une partie des muscles du corps humain, à gauche et à droite, une représentation de la moelle épinière, où vous pouvez voir qu'une atteinte au niveau des cervicales hautes
va provoquer ce qu'on appelle une quadraplégie, donc une atteinte des 4 membres, qui va faire que la personne va devoir utiliser un fauteuil électrique qui va être commandé par un mouvement de la tête ou presque exclusivement par un mouvement de la tête. Les atteintes au niveau des vertèbres thoraciques vont provoquer ce qu'on appelle la paraplégie, donc une atteinte des membres inférieurs uniquement, avec, dépendamment du hauteur de la lésion, une possibilité d'utiliser facilement ou pas les muscles des bras, les muscles du tronc. Une personne en fauteuil qui a accès ou qui est capable de contracter ses muscles abdominaux et dorsaux facilement va être beaucoup plus capable de se déplacer facilement en fauteuil qu'une personne qui a une atteinte beaucoup plus haute. Et donc, plus on descend, plus la possibilité d'utiliser d'autres types d'aides va être possible. Donc, de se tenir debout et de marcher deviendra possible. Autre source d'atteinte en déficience motrice, c'est une atteinte corticale. J'ai donné l'exemple de la déficience motrice cérébrale et une déficience motrice qu'on appelle spastique, donc qui représente à peu près 60% des cas. Donc, la déficience motrice cérébrale de type spastique, comme son nom l'indique, c'est une augmentation du tonus musculaire, particulièrement des membres inférieurs. Donc, des muscles fléchisseurs qui vont faire que la personne a une démarche, comme on le voit dans les 4 dessins qu'on appelle en ciseaux. Donc, les genoux pointent vers l'intérieur et elle a besoin d'aide pour son équilibre. Les gens qui ont des déficiences motrices cérébrales utilisent différentes techniques de déplacement, que ce soit directement au sol avec un fauteuil roulant ou avec une marchette. Fauteuil roulant qui peut être adapté uniquement pour pousser vers l'arrière, ce qui est très particulier, ou un fauteuil roulant plus conventionnel. Parlant des fauteuils roulants, en voici quelques exemples. Donc, vous voyez bien qu'ici, en haut à gauche, c'est le fauteuil roulant plus traditionnel qu'on retrouve à peu près dans les entrées de tous les hôpitaux. C'est le standard. Tous les autres sont des fauteuils roulants adaptés à des activités sportives. L'idée de l'adaptation du fauteuil, c'est évidemment sur son poids, sa maniabilité, et on fait toujours un compromis entre la stabilité du fauteuil, les capacités motrices et d'équilibre de l'individu qui va l'utiliser, et la spécificité de l'activité qu'il va pratiquer. Ici en bas, on a un fauteuil qui est utilisé en rugby, entre autres, un rugby en fauteuil roulant. Peut-être le sport adapté en fauteuil le plus connu, le basketball. Ici, on a une très belle photo du défi sportif. Donc, les règles du basketball ont été modifiées. Le dribble à toutes les 2 poussées. Il y a très peu de modifications en général dans le basketball en fauteuil standard. Le basketball en fauteuil. Ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser ces règles-là. Je pense qu'on peut, je vous disais tantôt, les règles, on devrait tenir compte des besoins de l'élève, on devrait tenir compte de la situation, puis on ne devrait pas trop se préoccuper de comment les règles sont appliquées. Le but ici, c'est d'apprendre, c'est de maîtriser, c'est de faire progresser l'élève qui est en fauteuil. Donc, plus les règles sont contraignantes, moins on atteint cet objectif-là. Puis, je vous présente quelques petits exemples d'activités adaptées. Les vieux dessins, j'ai jamais voulu m'en départir parce qu'ils montrent bien des choses très simples. Et c'est souvent plus facile de le faire à travers un dessin. Premier dessin en haut, tout simple. On a 2 personnes en fauteuil qui s'échangent un ballon qu'on a attaché à une corde. Ben, ça a l'air banal, mais tout ce que ça a comme effet, c'est de rendre l'échange plus facile. On ne perd pas son temps à courir après l'objet. Ce qu'on fait, c'est pratiquer à lancer et à attraper. Puis on le fait plus souvent.
Et on peut modifier l'objet, on peut modifier les distances, on peut modifier les hauteurs. On peut le faire entre une personne qui est en fauteuil et une personne qui n'est pas en fauteuil. Deuxième exemple à droite, hein, c'est la même idée, mais là, on voit bien que sur la table, on a mis deux rebords qui font que la balle ne tombe pas par terre. C'est tout simple. Mais on peut prendre cette même idée et l'appliquer en gymnase, c'est-à-dire utiliser le coin du gymnase avec des bancs suédois pour faire des espaces où la personne qui essaie de maîtriser un objet va avoir un espace restreint où elle peut récupérer l'objet rapidement et pratiquer plus et passer beaucoup moins de temps à récupérer les objets. Si vous avez déjà vu deux personnes qui ne savent pas jouer au tennis, qui essaient de jouer au tennis ensemble, vous allez bien comprendre pourquoi ces deux éléments-là sont importants. Deux personnes qui ne savent pas jouer au tennis vont passer leur temps à courir après leur balle et à ne pas pratiquer le tennis. C'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, on veut donner des conditions qui permettent d'avoir accès aux objets plus facilement. En bas, ben, on a toutes les idées d'utiliser les pentes pour aider des personnes dans différents types d'activités. Et ici, on a des exemples d'activités plus collectives, où on a fait différentes, évidemment, c'est avec des enfants plus jeunes, mais il y a quand même des principes là-dedans. Dans l'idée de l'atterrissage facile, vous voyez que les personnes qui poussent les autres ont un bandeau. Donc, ils sont guidés par la personne qui est sur la planche à roulettes ou le fauteuil. Ils sont guidés dans le circuit. Donc, il y a l'idée d'interagir entre les deux personnes, de favoriser la communication. Quand on fait des activités de groupe où on demande aux enfants de se déplacer et que d'autres vont pouvoir les viser avec des balles mousses, comme dans la chasse au canard, c'est des balles mousses, ben, tous les enfants, quelle que soit leur capacité, sont capables de lancer une balle mousse. On pourrait même approcher l'élève qui est en fauteuil si elle a plus de difficultés. Quand on pense aux adaptations, il faut toujours observer et ensuite voir qu'est-ce que je peux modifier. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne relativement bien? Donc, la réflexion, elle est toujours là et elle est toujours importante. Pour terminer, on va parler de déficience visuelle, donc qui était le deuxième thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Très belle photo du défi. Belle photo qui représente le pairage entre une personne qui a une déficience visuelle puis un adulte, un jeune adulte. Et là, on a choisi de faire la course en se tenant la main. Il y a toutes sortes d'options de pairage pour les personnes. On peut le faire en tenant la main, en guidant, en tenant le coude avec une toute petite ficelle. Les options sont nombreuses. Il faut juste bien choisir et être assuré que les deux partenaires comprennent bien comment on va faire le pairage. Je passe très vite sur celle-ci pour vous rappeler que le système visuel, c'est le système ou un des systèmes les plus complexes du système nerveux. Pour les personnes qui ont une déficience visuelle, on peut avoir une atteinte directement à l'œil. On peut avoir une atteinte au nerf oculaire ou on peut avoir une atteinte au cortex visuel qui est derrière. Ça peut être de différentes origines, infections, dégénérescence, problèmes d'origine héréditaire. Il y a plein de causes et il y a surtout plein de types de déficiences visuelles. Celle-ci pour nous rappeler que dans notre société, on a quand même développé des choses. Le braille étant probablement l'élément le plus connu pour favoriser la communication, les apprentissages des personnes aveugles. L'utilisation de la canne, du chien guide et, encore une fois, deux exemples dans les activités sportives de pairage, à la course, encore une fois, et en vélo, en tandem. Grande question, elle est là. Que voit la personne qui a une déficience visuelle?
J'ai toujours beaucoup aimé ce petit dessin qui est tiré d'un document du gouvernement du Canada. Ici, derrière, c'est assez clair, hein, on a quelqu'un qui est complètement aveugle, donc on considère comme étant incapable d'utiliser sa vision d'aucune façon. Ici en haut, donc une atteinte à la vision centrale, donc la personne conserve une vision périphérique. Pour ceux qui m'écoutent, si vous voulez essayer, vous placez devant vos yeux vos deux mains en rond, hein, et vous faites comme si vous regardiez à travers des jumelles. Ça va exactement vous donner un peu cette idée-là. Vision périphérique qui ne fonctionne pas. Puis les deux autres, hein, c'est des exemples de déficience visuelle où, quand on veut les simuler, là, on prend des lunettes de natation et on va mettre une couche plus ou moins importante de vaseline sur la lunette. Et ça va donner à peu près cet effet-là là, de manque de profondeur, d'incapacité à bien voir l'environnement. Ça, c'est comme qu'est-ce que la personne voit. Ensuite, la grande question, c'est comment cette personne-là peut interagir, d'une part, avec les objets, avec les personnes, puis avec la combinaison des objets et des personnes qu'on retrouve dans les activités physiques et sportives. Il y a différentes façons, évidemment, on peut l'observer, il y a des guides, il y a dans certaines des références que vous allez retrouver à la fin, des évaluations systémiques de la vision. Donc, qui sont essentiellement basées sur le fait que la personne, est-ce qu'elle peut voir un objet, de quelle grosseur, de quelle taille, à quelle distance, selon quel angle, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder, même quand on connaît le niveau de la déficience visuelle. Considération physique, il y en a évidemment. Le niveau, est-ce que cette personne-là, est-ce que l'atteinte visuelle est traumatique ou c'est une dégénérescence ou c'est à la naissance? Tout ça a un impact sur ses adaptations, sur ses habiletés. Quels sont ses niveaux d'habileté? Quelle est sa capacité à s'orienter et à se déplacer? Le petit dessin de droite, hein, ça montre bien que quand on arrive dans un nouvel environnement, la personne qui a une déficience visuelle devrait toujours l'explorer avec une autre personne qui le connaît bien, qui peut le guider, qui peut lui donner des informations et des repères. Antécédents médicaux, je l'ai laissé uniquement pour nous rappeler que certaines personnes qui ont des déficiences visuelles ont aussi des atteintes à la rétine, décollement partiel de la rétine, etc. Dans ces cas-là, il faut être très, très prudent dans les activités physiques et sportives pour éviter toute forme d'impact avec la tête. Dans les considérations dites de nature plus psychologique, évidemment que les personnes qui ont une déficience visuelle, et si vous faites vous-même l'expérience en vous déplaçant, même dans un environnement très connu comme votre maison ou votre bureau, fermez les yeux, essayez de vous déplacer, vous allez voir que très rapidement, vous allez être craintif et avoir certaines inhibitions. La plupart des gens qui ont des déficiences visuelles ont des craintes, ont des inhibitions, il faut bien comprendre ça, il ne faut jamais forcer la note, il faut le faire très, très, très graduellement. L'interaction entre l'élève, le jeune, vous reconnaissez que ça vient de mon cours. J'ai encore choisi des petits dessins. Celui d'en haut à gauche, c'est juste pour vous rappeler, ou rappeler à tous que je suis aveugle et pas sourd. Hein? On a tendance à vouloir parler fort. Celui de droite, si vous quittez ou si vous me laissez seul, c'est très important de me le dire. Hein? Ça, c'est comme quand on fait du magasinage avec sa conjointe ou son conjoint et qu'il s'arrête à quelque part et vous continuez à parler dans le vide, c'est à peu près la même impression. Les personnes qui ont une déficience visuelle ou sont aveugles désirent savoir qui est autour d'eux, c'est important. Hein? Le pairage ici, l'aide, même chose. Et celui d'en bas, j'insiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très axé sur la sécurité, mais ici, j'insiste beaucoup. Les personnes qui ont des déficiences visuelles ou qui sont aveugles, on doit s'entendre avec elles sur c'est quoi notre signal d'alerte
pour dire qu'ils doivent s'arrêter, qu'il y a une situation à risque, il y a un danger potentiel imminent, là, il faut s'entendre sur le signal. Et c'est très, très, très important. L'aptitude de l'enfant et de sa famille par rapport au sport, ça va influencer évidemment ses craintes, ses inhibitions et sa participation plus tard. Et la participation dans la collectivité, c'est très important. C'est là que ça va se passer, c'est là que ça peut se faire. C'est là qu'on peut beaucoup influencer l'augmentation du niveau d'activité physique. Quelques exemples de modifications ou d'adaptations. J'en ai choisi une là, que j'ai tirée de mon volume qui porte sur les activités physiques adaptées. Quelqu'un qui a une déficience visuelle ou qui est même aveugle pourrait faire du saut en longueur, c'est ce que ça dit. Hein? On a besoin d'une petite piste qui lui dit qu'il va devoir sauter bientôt. On a besoin des gens qui vont l'orienter, qui lui dire droite, gauche, et une personne à la fin qui va lui donner le signal pour sauter. Hein? On pourrait ajouter une corde aussi pour qu'il puisse se guider. Donc, il y a moyen de rendre des activités aussi simples que la course, les sauts, accessibles même aux personnes qui ont une déficience visuelle. Dans les activités collectives où il y a des objets et des gens, évidemment qu'on va avoir besoin de réfléchir à comment on ralentit le jeu. Hein. Donc, on modifie les objets, on modifie les règles, on permet plus de bons, on permet aux gens de saisir l'objet, ce que les autres ne pourraient pas faire. Et il faut tout essayer. Il faut juste voir comment ça va fonctionner et comment les gens vont réagir à nos suggestions. Et être très ouvert, très, très ouvert aux suggestions des jeunes qui ont une déficience et de tous les autres jeunes qui participent à l'activité. Ayez les oreilles ouvertes à leurs commentaires et à leurs suggestions et soyez très ouverts à essayer ce qu'ils vont vous proposer. Évidemment, des activités où on doit être très vigilant, où les objets se déplacent rapidement, où ça demande beaucoup de concentration, c'est des activités qui sont beaucoup plus difficiles à adapter pour les personnes qui sont aveugles, évidemment, et pour les personnes qui ont des déficiences visuelles très importantes, ça va être aussi plus difficile. Pas impossible, mais clairement plus difficile. Deux beaux exemples du défi. Hein? La course, que vous voyez qu'on a installé, je ne sais pas comment le définir, c'est un tuyau finalement, qu'on a glissé à travers la corde, donc qui permet de se guider, puis ça évite de se brûler les doigts là, sur la corde quand il y a de la friction. Et c'est beaucoup plus facile hein, de se guider avec une corde bien tendue là, sur la distance. Le lancer du poids, hein, tout ce qu'on a à faire, c'est de modifier l'objet en fonction des besoins. Ça n'a pas besoin d'être le poids standard, loin de là, hein, et d'avoir un petit repère pour la distance, pour faire un pas vers l'avant. C'est tout ce qui est nécessaire. Le ski, puisqu'on est dans un pays nordique, il faut bien garder nos activités hivernales. Hein, le ski pour les personnes aveugles, ça existe depuis très longtemps, et en Amérique et partout. Il y a différentes méthodes. Tous impliquent une très, très bonne communication entre le guide et le skieur. Très, très bonne. On peut le faire uniquement par la voix ou avec un bâton. Mais ça implique que le skieur guide va suivre une formation et va pratiquer et qu'on va lui permettre de développer ses compétences avant de descendre avec un skieur qui a une déficience visuelle. Et pour terminer, un petit aide de mémoire pour les modifications pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Les personnes qui ont des déficiences, on va devoir délimiter les aires de jeu, hein, que ce soit visuellement ou avec un repère au sol. Un repère au sol, ça peut être un tapis mousse qui est collé au sol, donc qui permet de savoir qu'on approche du mur, que la transition approche.
Hein, c'est la même idée que dans le métro de Montréal où il y a avant le trou où circule la rame, hein, il y a une différence au sol, et c'est cette même idée-là qu'on veut utiliser. Les repères sonores, on peut les utiliser. Le goal ball étant l'exemple classique. On ne peut pas en utiliser tant que ça parce que habituellement, dans les environnements, il y a passablement de bruit, donc on va avoir besoin qu'il y ait moins d'interaction entre les personnes. Équipement partagé. Et je termine sur l'idée du contact corporel. Hein. Il y a deux exemples illustrés à droite. Hein. Si on veut enseigner une activité, c'est inévitable, dans le cas du positionnement qu'on voit ici, qu'on va devoir toucher la personne. Donc, on doit l'avertir, on doit lui dire, on doit l'informer sur comment on va la toucher, quel moment, mais c'est un incontournable. On ne peut pas enseigner une activité physique, on ne peut pas aider une personne qui a une déficience visuelle importante ou qui est aveugle sans du tout, sans faire un contact. L'image du bas, hein, c'est l'image de la méthode du braille, c'est-à-dire que la personne qui a une déficience visuelle va toucher la personne qui exécute le mouvement. Évidemment que si on peut le faire avec un jeune du même âge, c'est encore mieux. Hein, c'est mieux que ce soit une personne qui est de la même taille que la personne qui a la déficience pour qu'elle puisse bien voir le positionnement et bien comprendre le mouvement. Donc, l'idée de toucher, d'avoir des contacts corporels, c'est incontournable pour les apprentissages de différentes activités et pour aider une personne à améliorer ses habiletés motrices. Sur ce, je vous remercie et je vais répondre aux questions, j'en ai déjà une. Donc, Clalie, dans les écoles, nous utilisons des notions de flexibilité, adaptation, modification en contexte de différenciation. Comment faites-vous l'arrimage entre la terminologie utilisée et celle utilisée dans les milieux? Bien, l'arrimage, il est parfait, puisque pour moi, adaptation, modification, flexibilité, c'est exactement ce qui m'anime, ce que je fais, et ça correspond parfaitement. Et j'ajouterais à ça, puisque j'ai eu la chance de discuter avec des gens qui travaillent dans différentes commissions scolaires, que oui, la terminologie, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire grâce à nos adaptations, grâce aux modifications qu'on met en place. Pour moi, le but, c'est d'amener l'élève le plus loin possible, de lui permettre d'avancer et d'être capable de faire état de ce processus-là d'amélioration de ses habiletés motrices. Et ça m'apparaît comme un élément très important, même dans une évaluation. On pourrait penser que c'est vraiment très important. Donc, merci à Julie Bourque pour cette question. J'en attends une autre. Adaptation plutôt que modification, puisque modification aura un impact sur la diplomation. Est-ce que c'est ce que je dis? Comme je viens de le dire, pour moi, l'impact sur la diplomation, ça sous-entend qu'on va repenser la façon d'évaluer. Pour moi, le mode d'évaluation ne peut pas être le cadre d'évaluation, les critères d'évaluation ne peuvent pas être les mêmes pour un élève qui a une déficience motrice, visuelle ou toute autre forme de déficience. Le cadre général est presque impossible à utiliser. Donc, on doit considérer que ce qu'on a fait comme modification fait partie du processus et
qu'on va utiliser d'autres modalités pour évaluer les élèves. Et on m'informe que vous allez pouvoir parler de l'évaluation sur le webinaire, c'est ça? Donc, vous allez recevoir un courriel à ce sujet. Est-ce qu'on a encore des questions? On suggère d'utiliser le mot ajustement, c'est ça, plutôt que modification. Moi, j'ai aucun problème. Le but du mot, là, pour moi, le mot est peu important. C'est l'impact que ce que vous allez faire et comment ces changements-là que vous faites améliorent la participation, permettent de relever des nouveaux défis, favorise le développement moteur, global, sensoriel de l'élève qui a une déficience. Le mot utilisé, pour moi, a assez peu d'impact. Mais ce que l'ajustement ou les modifications ou les changements vont produire, ça m'apparaît ça beaucoup plus intéressant. Quand il y a une petite transition, c'est qu'on me transmet une question. Est-il contre-indiqué d'amener une personne avec une déficience visuelle en surface instable? Pas du tout. Par contre, ça va demander que la personne qui va être pairée avec elle a une très, très bonne communication, que cette personne-là maîtrise l'environnement, le connaît et a préétabli un signal de danger. Mais je ne pense pas qu'on devrait s'empêcher de faire des sorties dans des milieux naturels. De toute façon, toutes les personnes, tous les élèves, tous les jeunes vont profiter de ce type de sortie. Et moi, je l'encourage de plus en plus. Je pense qu'on devrait se réapproprier le milieu naturel pour les activités physiques, puisque le milieu naturel offre des défis très intéressants. Sur le site de Choisir de gagner, sous l'onglet Ressources, il y a des ressources pour les enseignants. C'est à choisirdegagner.com et vous avez entendu Marie-Michel. Je suis encore en attente d'une question. Vous avez mis en place des activités laissant les personnes dans leur élément, notamment pour les personnes ayant une déficience motrice. Avez-vous déjà mis en place d'autres activités comme la lutte sur un tapis pour qu'ils puissent expérimenter autre chose? Oui, on a déjà... oui, je rappellerai que les activités duelles ou de type duel, comme la lutte, comme le judo, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations. Et pour les personnes qui ont une déficience visuelle et pour certaines personnes qui ont des déficiences motrices, évidemment que là, on doit considérer la nature de l'origine de la déficience et on doit considérer l'ampleur, mais c'est loin d'être impossible. Et je dirais que mes activités de simulation pour mes étudiants, mes futurs éducateurs physiques, je fais faire une activité de lutte à l'aveugle, qui est peut-être une de mes plus populaires et qui leur permet de bien comprendre comment ces activités duelles favorisent le développement de d'autres composantes. Ceci. Oui. Adaptation et modification au milieu aquatique pour ceux qui ont des troubles visuels. Oui, c'est une bonne question. C'est peut-être le milieu que je connais le moins. Par contre, il a l'avantage, quand on est en piscine, d'avoir l'option de la profondeur. On devrait évidemment, comme dans tout milieu aquatique, s'assurer de la surveillance, qu'un sauveteur est toujours sur place et que la personne qui va donner l'enseignement a les capacités
Mais ça ne me semble pas impossible du tout de participer à des activités aquatiques. Il y a aussi un lien sur le chat. Il y a aussi un lien sur le chat qui a été partagé pour les astuces dans le milieu aquatique pour les jeunes qui ont des déficiences visuelles. Parfait. Celle-ci? Oui. Comment choisir les moyens d'action pour favoriser l'intégration de ces élèves sans toutefois pénaliser les autres? Éviter que les élèves vivent les mêmes moyens d'action avec les mêmes contraintes année après année, qui me vient de ma collègue Anne-Marie Hogg, que je connais bien. Ouais, c'est bien comme question, Anne-Marie. Comment éviter de pénaliser les autres? Une des solutions, c'est de faire participer les autres et surtout d'encourager tout le monde à réfléchir à comment on module nos moyens d'action. C'est-à-dire qu'on a souvent construit en éducation physique, pour répondre à cette question-là très particulière, les séquences en oubliant que le milieu extérieur existe, qu'on peut l'exploiter et que le pairage ou le tutorat est aussi une activité qui devrait être partagée si un ou deux élèves ont besoin d'aide plus soutenue. Donc, c'est un défi en même temps pour tous les enseignants d'amener les autres élèves à participer. Laquelle? Si l'on dit que les critères d'évaluation ne peuvent pas être les mêmes pour ces élèves, selon les précisions ministérielles, on ouvre la porte pour dire que tous seront en modification, donc ils ne répondent pas aux exigences. Ah, c'est un bon point, merci Joanie. Oui, personnellement, là, je pense que les précisions ministérielles, puis ouvrir la porte là, aux modifications, pour moi, ça fait partie de la logique. C'est-à-dire qu'un élève qui a une déficience, qu'elle soit motrice, visuelle ou autre, on a besoin de réfléchir à comment on va l'aider. Le but ultime de l'évaluation, dans ma perspective, je le dis bien dans ma perspective, ce n'est pas de lui donner un 70 ou un 75. Je sais que vous devez donner une note. Mais la note, elle doit tenir compte ou elle doit avoir votre évaluation de l'évolution, de comment il arrive à faire plus de choses. Comment il arrive à interagir maintenant. Même s'il a de l'aide, c'est fondamental, sinon il ne peut rien faire. Donc, je ne sais pas si je réponds bien, mais qu'ils répondent aux exigences, ils ne vont pas répondre aux exigences puisque elles sont pour moi pensées pour des élèves qui n'ont pas de handicap ou de déficience. Un programme de la Croix-Rouge adapté, oui, c'est aussi une option. Hein? Existe-t-il des liens entre les écoles ordinaires et les centres de réadaptation? Oui, les écoles ordinaires, entre guillemets, je ne sais pas ce qui est entendu par ordinaire ou toutes les écoles. Il y a très peu d'écoles qui ont des liens privilégiés. Sinon, moi, j'en connais pas. Non, à cette réponse-là, j'ai pas de. Moi, je n'en connais pas dans la région et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles. Peut-être que sur le chat, vous allez avoir des réponses. Moi, je n'en connais pas. Il y a une question. Est-ce que cette vision est partagée dans les cours d'éducation physique? C'est la même personne qui a parlé de la lutte des sentiers adaptés. Maxime Arton, c'est ça? Vision partagée dans les cours d'éducation physique. C'est un commentaire très, très personnel. Je ne voudrais pas que ce commentaire-là soit diffusé. Hein. Moi, je forme des éducateurs physiques, vous le savez. Comme dans le reste de la société, je ne crois pas que notre ouverture à la différence puis notre capacité à répondre à la différence est quelque chose qui est
qui est partagé par tous. Il y a vraiment des niveaux et les éducateurs physiques ne sont pas différents des autres de ce point de vue-là. Et je regarde Marie-Michel, puis elle me fait signe que c'est probablement vrai dans d'autres milieux. C'est ça. Ouais. Certaines écoles à Montréal, Joseph Charbonneau au secondaire, Victor Leroux au primaire, entre autres, c'est une réponse, je comprends. Ouais. C'est des écoles qui ont des liens avec les centres de réadaptation, effectivement. Je sais que dans le système anglophone, ils encouragent l'intégration. Ils offrent même la chance pour un enfant sans déficience de passer une année dans une école pour enfants handicapés. Ouais, c'est intéressant. Je pense que l'idée du pairage que je vous disais tantôt, puis que ce pairage-là soit partagé à travers la classe et à travers l'école, pourrait permettre ce type d'interaction-là. Les sorties à l'extérieur peuvent permettre cela aussi, hein, de donner des nouvelles façons de voir les personnes qui ont des déficiences. Et sur ce, je vous remercie, puis j'espère que vous avez profité de notre petit webinaire.